Madame, mademoiselle, monsieur, merci d'être avec nous pour cette émission cinéma que je vais avoir le plaisir de vous présenter en compagnie de Benoît Richard, Florian Lambellet et Jean-Luc Forçat. Brigitte nous rejoindra pour la prochaine émission. Messieurs, on commence par le petit box-office. Petit non, gros box-office des entrées au Ciné-Palace avec des nouveautés. Le numéro 5, c'est Boule et Bill 2 de Pascal Bourdieu, 1267 entrées pour 2 semaines d'exploitation. Le numéro 4, Les Schtroumpfs et le Village perdu de Kelly Asbury, 3627 entrées pour 3 semaines d'exploitation. Ça sent un peu les vacances. Le numéro 3, c'est Baby Boss de Tom McGrath, 5776 entrées pour 4 semaines d'exploitation. Le numéro 2, c'est La Belle et la Bête de Bill Condon, 6101 entrées pour 5 semaines d'exploitation. Et le numéro 1 démarre sur les chapeaux de roue, Fast and Furious 8 de Gary Gray, 7159 entrées pour 2 semaines d'exploitation. Ce mercredi, c'est encore Fast and Furious 8 qui a fait le meilleur score au Ciné-Palace avec 530 spectateurs devant Baby Boss 423 et les Schtroumpfs 287. Mais nous allons débuter avec Sous le même toit. C'est le 7e film, le 7e long métrage réalisé par Dominique Farrugia qui est parti d'un thème pas forcément drôle, le divorce et ses conséquences matérielles, surtout quand on achète un appartement 1-2. Nous allons tout de suite retrouver Dominique Farrugia au micro d'Anthony Sapp. C'était à Gérardmer pendant les rencontres cinématographiques. Je possède 20% de cette maison. Tu m'achètes mes 20% ou je viens habiter dans mes 20%. Oui, c'est un thème grave. Ça touche un peu tous les Français qui vivent dans les grandes agglomérations. C'est divorcer et se séparer vraiment. C'est-à-dire trouver 2 appartements ou vendre la maison. Et souvent, quand on vend une maison et qu'on la vend à 50-50, par exemple, ça n'avait pas suffisamment d'argent pour avoir la même chose. Là, c'est un couple qui est forcé de cohabiter parce que elle a 80%, lui a 20%, et il lui dit où tu me les rachètes, où j'habite dedans. Tout ce qui est là, t'y touches pas. Ça, c'est ta partie. Voilà un sujet grave traité sur le ton de la comédie, Florian. Ah oui, la comédie, là, on y est. On est loin du film L'économie du couple avec Bénédicte Bejo qui avait déjà un peu traité le sujet, ou même La guerre des roses, si on part un peu plus loin avec Michael Douglas et Kathleen Turner. Moi, je sais que j'adore ce film-là, donc je suis friand du film américain. Alors là, j'ai pas du tout adhéré au film de Dominique Farrugia, alors que j'avais adoré cette dernière comédie, c'était Bis, avec Dubosc et puis Cadmerade. Et là, on est vraiment dans une comédie, voilà, qui veut déjà nous faire croire que Louise Bourgoin, et Gilles Lelouch forment un couple. Déjà dès le départ, on n'y croit pas une seule seconde. Et c'est peut-être pour ça qu'ils se séparent. Hein. C'est ça, voilà aussi. Mais alors du coup, quand ils viennent revivre ensemble sous le même toit, on a vraiment envie qu'ils partent et puis qu'ils se séparent une bonne fois pour toutes, parce que je sais pas, ça mêle en fait des situations de sketch. En fait, on n'a pas l'impression d'avoir un scénario qui tient, qui est bien ficelé, et puis qui pourrait rencontrer un peu voir les sentiments du couple à un moment ou à un autre. On se doute bien qu'ils vont peut-être retourner ensemble ou vont pas retourner ensemble. Mais voilà, après, même les enfants qui se mêlent de tout ça, ils ne font pas le poids, parce que je trouve que les enfants jouent encore moins bien que les 2 parents, et surtout le petit garçon. Et du coup, on est un peu perdu dans ce film-là, et on a vraiment envie que ça se termine, quoi. J'attendais beaucoup mieux Dominique Farrugia, qui nous avait habitués plus ou moins à des comédies, Oui, c'est très léger, mais plus sympa. Mais c'est marrant parce qu'au niveau des images, on a l'impression de retrouver l'ambiance de Papa ou Maman. Oui, c'est ça. Il y a Papa ou Maman qui est passé par là avec les deux. C'est ça, donc tout est déjà exploité. Donc du coup, il a un peu pris les restes. C'est un peu ce qu'on a l'impression. Et du coup, ça donne quelque chose de pas réussi du tout. Et même les seconds rôles qui auraient pu sauver la mise, Manu Payet, entre autres, du coup, non, on ne sauve rien du tout, parce que je trouve que vraiment, tout n'est vraiment pas bon dans ce film-là. Voilà, moi, je ne le conseille pas, du moins. Voilà, donc un film pas conseillé, mais tout de suite, quelques images quand même. Oh, Violette, tu reviens tout... Je m'en occupe. Oui, voilà, fais ça. Vous avez des problèmes conjugaux? C'est bien ce que t'as fait, là, sur le frigo. De quoi? De virer ma photo. Non. Moi, je trouve ça génial. Tu verras aucun inconvénient à laisser ta chambre à ton père. Quoi? Ouais. Tu peux venir voir? Tu viens voir tout de suite. Tout ce qui est là, t'y touches pas. Ça, c'est ta partie. 20% de la maison, 20% du frigo. Je crois que c'est simple pour moi de devoir te trimballer à poil. Non, à poil. J'ai soif.
Et nous restons dans le cinéma français avec Cessez-le-feu d'Emmanuel Courcol qui revient sur les traumatismes de la guerre 14-18 avec un vétéran de cette grande guerre qui a du mal à se réinsérer. Nous sommes en 1923. Georges a fui un peu son passé puisqu'il a mené une vie nomade et amoureuse en Afrique, mais il est obligé de rentrer chez lui. Oui, il y a Georges. En fait, ils sont plutôt, j'ai envie de dire, il y a deux personnages principaux, même si celui interprété par Grégory Gadebois est un petit peu en retrait. Mais c'est vrai que c'est intéressant, je pense, de mettre sur le même plan les deux frères, donc l'un Romain Duris, l'autre Grégory Gadebois, qui sont très différents, qui ont vécu la même chose, mais avec des traumatismes. L'un donc a fui vraiment le pays, est parti en Afrique, essayer de se ressourcer, entre guillemets. Et l'autre s'est enfermé dans une sorte, alors plus ou moins volontaire, il n'y a jamais vraiment de certitude par rapport à ça, dans une sorte de mutisme, il est devenu sourd et muet. Et donc le film démarre vraiment, je trouve, quand les deux frères se retrouvent, puisque suite à un décès d'un ami, donc Romain Duris revient en France, et le film démarre vraiment là. Le film est plutôt agréable, je trouve intéressant dans la relation des deux personnages. Et puis entre les deux, il y a Céline Salette qui interprète donc une professeure pour les sourds et muets, quoi. Voilà, et donc voilà, il y a vraiment trois bons acteurs qui fait que le film tient à peu près. À côté de ça, c'est quand même très académique. Au niveau de l'émotion, parce qu'on attend toujours beaucoup d'émotions de ce genre de film, on reste en retrait. Moi, honnêtement, à aucun moment, j'ai ressenti vraiment d'empathie pour ces personnages-là, même si leur histoire est intéressante. Je trouve qu'il y a quelque chose, il y a un sujet, mais au-delà de ça, je trouve qu'on oublie vite le film. Alors moi, ce qui est étonnant, c'est que j'ai ressenti pas la même chose que Benoît, mais le contraire. C'est-à-dire que moi, j'ai bien aimé cette période africaine où il est là. Et dès qu'il revient effectivement en France, là, on sent que c'est après la guerre, quoi. Alors, c'est un film extrêmement ambitieux, c'est vrai, mais il y a beaucoup de sujets qui sont traités. Par exemple, il y a le rapport homme-femme, l'évolution de la femme par rapport à l'homme. Il y a la reconstruction économique aussi à cette époque-là. Et puis, il y a surtout le post-traumatisme. Alors, le post-traumatisme, c'est vrai que Romain Duris l'incarne bien, mais il y a quand même un moment où il est tellement dur et cassant que moi, son interprétation me gêne toujours un peu chez Romain Duris. Je trouve qu'il est quand même toujours exacerbé, il est toujours un petit peu énervé comme ça, ce qui donne beaucoup moins je dirais pas d'amour, mais un peu d'empathie par rapport à sa situation. Et je pense aussi que c'est un film aussi qui traite finalement les gens qui s'en sortent bien, qui veulent s'en sortir, et les autres qui ne peuvent pas s'en sortir. Et c'est aussi ce thème-là qui représente ce film. Mais c'est un beau film, c'est vrai, mais à un moment donné, on est un petit peu perdu parce qu'il y a plusieurs sujets qui sont vraiment traités. On aurait aimé quand même être vraiment emporté par cette histoire. Il manque cette fraternité-là, ce rapport entre les deux frères, et puis Céline Salette entre les deux. Oui. Voilà, on aurait dû avoir quelque chose de beaucoup plus fort, mais ça reste quand même globalement très sage, quoi. Même la partie africaine, je dirais, au début on est un peu pris entre la partie française et la partie africaine, on ne sait pas trop où le film va. Et puis il y a aussi de ces scènes de tranchées, parce que ça commence. Le début celle-là, elle est quand même assez. Le début est quand même assez impressionnant. Elle est quand même bien faite. Hein, on peut pas dire, parce que là, on est quand même plongé dans l'horreur de la guerre de 14, et là, c'est vraiment significatif. Quoi. Ouais. Donc, allez voir Cessez-le-feu d'Emmanuel Courcol. Frère. Alors, il n'y a rien à faire. Le plus important, c'est qu'il soit en vie. Heureusement qu'il y a ses cours. Et puis Madeleine. Il paraît qu'elle est jolie. Jolie. Mademoiselle! Il va retrouver la parole. C'est juste une question de temps. Ah oui? Bien sûr. On m'a travaillé, moi aussi. Ça dépend de vous. Tu voudrais pas venir en Afrique avec moi? Tu verras des choses dont t'as pas idée. Je te connais à peine. Pour la France! On monte au feu! Et ton frère? Vous savez, Marcel, je le comprends. Soldat! Allez, retourne dans ta tranchée, vieux. Allez, nous allons partir dans l'espace avec Live Origine Inconnue de Daniel Espinosa. Donc nous sommes à bord de la Station Spatiale Internationale et là il y a 6 membres d'équipage qui ont fait une des découvertes les plus importantes de l'histoire de l'humanité, la toute première preuve d'une vie extraterrestre. Alors, je veux dire que on sait de toute façon qu'en allant voir ce film, je veux dire qu'il y a un clin d'œil, plus qu'un clin d'œil à Alien. Alors cette créature, on sait bien qu'elle va jouer avec ses 6 membres et seront-ils 6 à l'arrivée ?
Ah bah c'est ça, ouais. Non, enfin c'est un bon film de science-fiction, on y croit, c'est très bien réalisé, surtout le plan séquence du début, l'ouverture du film, où la caméra, on est plongé en apesanteur avec les comédiens et tout, et c'est un long plan séquence où justement ça ne s'arrête pas, on les suit, parce que justement il y a la navette qui arrive de Mars avec justement l'embryon, enfin ce qu'ils ont pu récupérer de la planète avec les molécules du futur alien qui vont réussir à ressusciter dans le vaisseau ensuite. Voilà, alors, les références à Alien, c'est clair, il y a que ça. Quoi. Ou d'autres films d'ailleurs. Ou d'autres. Ouais, mais c'est vrai que le film des extraterrestres là-haut, c'est Alien la base, et là on retrouve bien vraiment tous les clins d'œil, mais tous les clichés de tout ce qu'on pouvait faire. C'est limite copier-coller sur certaines choses, mais bon, on s'en déplaît pas, hein, parce que bon, voilà, si on a adoré Alien, on aimera bien Life, on est quand même pas mal en dessous. On devine la fin, bizarrement, voilà, on est amené tout ça. Les personnages qui disparaissent, sans révéler le scénario, on s'attend pas à ce que ça soit ceux-là, c'est clair. Mais c'est ce qui donne le petit côté plutôt sympa du film. Mais après, c'est vrai que après passer les 20 premières minutes qui sont un peu originales, on se retrouve vraiment dans le scénario d'Alien, donc on sait vraiment comment que ça va terminer, quoi. Alors moi j'ai une petite question quand même. Ouais. Alien 1979. Et là, on est quand même en 2017. Est-ce qu'il y a des changements au niveau technique? Parce que finalement, Alien, déjà pour l'époque, c'était déjà grandiose. Hein. Le fait d'être enfermé dans un vaisseau spatial. Et là, finalement, qu'est-ce qu'il y a de plus au niveau technique? Bon, au niveau du numérique, au niveau de tout ça, mais est-ce que tu as ressenti? Parce que finalement, on a autant la trouille en 79 avec Alien que maintenant. Ça n'a pas beaucoup changé. Ça n'a pas beaucoup changé. Non, franchement, même le vaisseau, enfin, toujours la station spatiale et tout. Oui. Ils avaient déjà un temps d'avance, quoi. Après, c'est sûr, avec le numérique et toutes les technologies qu'on connaît aujourd'hui, ça a bien avancé de ce côté-là. Mais je veux dire, après, c'est vrai qu'on retrouve vraiment tous les codes. La construction d'un vaisseau, je veux dire, ça reste quand même très codifié, quoi. Tout ce qui se passe dans l'espace, le vaisseau tel qu'on le concevait dans les années 70, du temps de Kubrick, du temps de Ridley Scott, je pense qu'on voit quasiment la même chose aujourd'hui. Sauf qu'on avait une petite montre à quartz et puis maintenant... Oui, voilà, c'est ça. C'est rigolo de voir d'ailleurs tous les boutons qu'il y avait, les petits trucs qu'on tirait dans les films des années 70. Dans le digital, maintenant on tire plus, on se rappelle. Appuie sur un bouton. Voilà, on a toujours autant des boutons dans le schéma. Mais moi, je voudrais juste faire une parenthèse sur l'Alien, si je puis dire, sans que ce soit un Alien, parce que ça ne ressemble pas du tout au film de Ridley Scott, mais je veux dire, c'est cette espèce de méduse, une méduse dans l'espace, qui est pas crédible du tout, parce que voilà, l'effet 3D casse tout, quoi. C'est vraiment le problème aujourd'hui avec les effets spéciaux. Alien, avant qu'on le voit, avant qu'on le voit, il s'est écoulé quand même un bout de temps. Hein. Il a joué avec nos peurs comme ça. C'est clair. Mais quand il arrive, les plus terrifiantes de l'histoire du cinéma. C'est clair. Et là, je suis 100% d'accord. Et là, je trouve que c'est loupé. Pour l'Alien là-haut dans Life, c'est pas la même chose que Ridley Scott, mais ça donne un avant-goût pour le prochain Alien peut-être qui sort la semaine prochaine, on ne sait pas. Allez savoir. Allez, tout de suite quelques images de Life, Origine Inconnue. C'est une étape naturelle dans l'histoire de l'humanité que nombre d'entre nous connaîtront peut-être de leur vivant. Il y a des robots sur Mars depuis 20 ans. Je me demande ce que celui-ci a trouvé. L'échantillon consiste en une seule et grande cellule, indéniablement biologique. La première preuve irréfutable de l'existence d'une vie extraterrestre. Je suis enfin papa. Ça promet d'être chaud pour obtenir sa garde. C'est magnifique. Notre premier contact avec la vie extraterrestre peut déterminer la nature de toutes nos relations. Voilà, on passe à Pris de court de Emmanuel Cuot. Nathalie est joaillière. Elle vient de s'installer à Paris pour un nouveau boulot. Enfin, elle pensait avoir ce nouveau boulot. Et quand elle arrive, quand elle se présente, on lui dit que non. Elle n'a pas ce boulot et elle n'ose pas le dire à ses enfants. Et va naître de là, je veux dire, que des mensonges croisés qui vont arriver, l'amener à un drame. Voilà, c'est tout à fait ça. Bien résumé, Dominique. Je pitche bien les films. Oui, mais on avait déjà remarqué. Donc c'est un film. Alors, l'impression qu'il donne ce film, c'est qu'il a été fait autour de Virginie Efira. Tu sais, il y a des films comme ça qui sont montés sur un nom. Et là, franchement, c'est l'impression que ça donne parce que autour de cette actrice-là, qui est bonne, il n'y a rien à dire, c'est une actrice qui fait le taf. Il y a Gilbert Melki en contrepoint, qui est plutôt pas mal, même s'il a un rôle qui est moindre. Je trouve qu'il n'y a pas grand-chose, quoi. Une fois qu'on a rogné l'os un peu, il y a une relation avec le fils, donc tout part, comme dit Dominique, tout part du mensonge. Elle ne dit pas qu'elle n'a pas le boulot, et le fils s'en rend compte, et va naître une sorte de haine de ce fils par rapport à sa mère.
Et donc, elle va être complètement débordée. Elle va absolument plus pouvoir gérer ce garçon-là. Donc, il y a une tension qui naît de ça. Et le fils va commencer à déconner, il va fréquenter, il va faire des mauvais coups et tout ça. Elle va essayer de récupérer ça. Donc, on est plus, on va dire, dans une sorte de polar social, de drame social, plus vraiment que dans le thriller. Le problème, c'est que la mise en scène n'aide vraiment pas à rentrer dans le film, et puis le scénario, plus on avance, je trouve, moins ça devient crédible, donc voilà, encore un film... mineur. Ouais, tout à fait mineur. Avec ouais. Virginie Efira qui s'affirme quand même dans les rôles dramatiques Oui, elle montre pour l'instant un éventail de personnages où elle est la plupart du temps vraiment bien. Allez, pour Virginie Efira, prix de court, tout de suite quelques images. Dans une bijouterie avec une patronne sympa. Super. D'où vient cet argent? C'est mes économies. C'est Paul qui t'a donné cet argent? Dis-moi, c'est quoi ce café? C'est eux qui te montent la tête comme ça? Il doit 75 000 €. Il peut pas les payer. Je vais porter plainte. Il y a des témoins, ils m'ont vu. Calme-toi, s'il te plaît. Recel, vol à l'arraché, trafic de drogue, cambriolage. Si on sonne, vous ouvrez pas. D'accord? Paul m'a dit que vous travaillez dans une bijouterie. Je peux pas faire ça. Allez, nous arrivons au mois de mai, ça va être le temps des beaux jours, mais c'est également le temps du Festival de Cannes. Et il y a eu la fameuse conférence de presse qui nous dit tout, ou presque, sur ce qui va se passer. Enfin, dernier point voilà, sur le Festival de Cannes avant qu'il commence, le 70e, on l'a dit, ça sera du 17 au 28 mai prochain. Donc ça y est, Pierre Lescure, le président, et Thierry Frémaux, le délégué général du festival, ont fait l'annonce. Donc du coup, il y a eu 1930 films qui ont été visionnés pour le festival cette année, 49 longs métrages ont été sélectionnés, dont 18 en compétition. Donc je vous ai un petit peu sélectionné avec les réalisateurs qu'on connaît plus ou moins, enfin je connais le plus dans cette compétition cette année. Il y en a d'autres qui sont à découvrir, oui, il y en a plein d'autres. Ils seront connus plus tard. Voilà, du coup j'ai ressorti ceux-là. Il y aura François Ozon avec son film L'Amant double. C'est un film avec Jérémy Régnier et Marine Vac qui va donc être présenté. Le Redoutable, le nouveau film de Michel Hazanavicius qu'il avait fait Artist, qui était The Artist, qui était passé d'ailleurs aussi à Cannes il y a quelques temps. Ce Redoutable, il faut quand même dire que c'est Godard. C'est Godard. C'est un film, oui, c'est ça, sur Godard. C'est sur Godard, exactement. Happy End de Michel Haneke qui va sortir prochainement, donc il est aussi sélectionné. Il avait déjà eu la Palme d'Or pour Amour et le Ruban Blanc. Donc là, ça sera avec Jean-Louis Trintignant et puis toujours Isabelle Huppert. Le grand retour de Jean-Louis Trintignant au cinéma. Voilà, depuis Amour, je crois. On n'a pas trop revu. Et puis Rodin de Jacques Doyon avec Vincent Lindon et Les Proies de Sofia Coppola, entre autres, avec Nicole Kidman qui sont le remake du film avec Clint Eastwood. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce film. C'est un film des années 70-80 où Clint Eastwood joue le rôle d'un soldat de la guerre de sécession et il est accueilli dans une famille de sœurs et de femmes et il va se retrouver la proie de ces femmes. Oui, d'accord. Les Proies, ça s'appelle. Voilà. C'est un remake. C'était Les Proies, c'était lui qui l'avait tourné. Voilà. Oui, Les Proies. Ouais. Voilà, avec une toute petite polémique sur ces films en compétition. Alors, il y a eu l'affiche, mais il y a aussi le fait qu'il y a certains films qui ont été produits par Netflix. Et donc là, les exploitants... Et à l'heure actuelle, ils ne savent pas si les films vont être exploités uniquement pour la télévision ou s'ils vont avoir quand même une fenêtre sortie cinéma. C'est normal quand même. À voir, parce que voilà, c'est vrai que ça change l'évolution aussi par rapport à ça. Donc on va en parler. Donc le film d'ouverture, c'est Les Fantômes d'Ismaël, film d'Arnaud Desplechin avec Marion Cotillard et Charlotte Gainsbourg qui sera présenté, mais celui-là n'est pas en compétition, il faut le noter. Donc 29 pays sont représentés cette année et 12 réalisatrices en compétition. Voilà, dans tous les films. Voilà, la parité gagne le cinéma. De plus en plus également. Et Yuma Thurman sera la présidente du jury Un certain regard et Sandrine Kiberlin sera présidente de la Caméra d'Or. Voilà, et toujours Monica Bellucci qui présentera la cérémonie d'ouverture et de clôture. Voilà. Allez, quelques infos rapides. On parlait de Clint Eastwood. Clint Eastwood qui, en vieillissant, aime de plus en plus les grands héros américains. Il en trouve toujours de nouveaux. C'est ça, toujours. Et puis il aime les histoires vraies, puisque là, il va s'intéresser à l'histoire et rendre hommage aux Américains qui ont empêché l'attentat du Thalys. C'était le Thalys qui est relié Amsterdam à Paris le 21 août 2015. Oui, il est réactif, il est réactif. Il a dit qu'il ferait un film par an, donc il veut tenir ce rythme-là. Il faut rappeler qu'il a 86 ans, le 2 peut-être, on ne sait pas. Et ça s'appellerait pour le moment 15h17 to Paris. Ça, c'est le tournage va commencer dans les semaines à arriver. Voilà. Il veut faire un film par an, il s'y tient.
Alors, il y en a un autre qui fait peut-être pas vraiment un film par an, hein, c'est James Cameron. Oui. Hein, on a déjà parlé des difficultés de sortie pour Avatar, mais alors ça y est, on a des dates. Hein. Ça y est, peut-être, on ne sait pas, hein, ça peut encore bouger d'ici là, mais là, à vos agendas, ça y est, James Cameron l'a dit et il a profité des journées mondiales de la Terre pour officialiser enfin ses sorties. Donc là, à mon avis, ils attendent que l'effet Star Wars passe parce qu'il va falloir attendre 2020 pour voir la suite d'Avatar. Ça sera le 18 décembre, donc ils vont faire pareil, ils vont surfer et au rythme d'un film par an, voire tous les 3 ans, puisque ce sera le 18 décembre 2020 pour le premier, le 17 décembre 2021 pour le deuxième, 20 décembre 2024 pour le troisième, et enfin le 5e volet, parce que ça sera le 5e volet, le 19 décembre 2025, mais le tournage n'a pas commencé parce qu'il commence seulement cet été. Ouais, bon, là, on se retrouve dans quelques années pour en parler, si vous voulez bien. On parlait de Ridley Scott, on parlait d'Alien, donc la suite de Prometheus. C'est ça, Prometheus, qui était sorti en 2012, Alien Covenant qui sort la semaine prochaine. Donc là, il se tâte encore, parce qu'il veut vraiment garder que ce soit son bébé à lui, parce qu'il y avait déjà un autre réalisateur qui était sur le coup pour réaliser un nouvel épisode de la suite de la saga Alien avec Sigourney Weaver. Mais Ridley Scott, il a bloqué ça, il a dit non, c'est mon bébé, c'est moi qui veux continuer. Alors Sigourney, est-ce qu'elle reviendra pas, on ne sait pas. Mais si elle revient, comme la saga de Ridley Scott se passe avant le premier Alien, alors est-ce qu'ils vont la numériser et la rajeunir, faire un petit lifting comme ils savent si bien le faire en ce moment? Eh bien c'est la question, il n'a pas dit non, elle n'a pas parlé encore, parce qu'elle peut dire non aussi, mais il faut noter quand même que c'est la vague en ce moment à Hollywood, parce que dans le prochain Pirates des Caraïbes, Johnny Depp, ils l'ont rajeuni également, qui sort le 24 mai prochain. Il y avait eu Benjamin Button qui était sorti, avec Brad Pitt qui était, lui c'était l'inverse, il vieillissait et puis rajeunissait, et même Carrie Fisher dans le dernier spin-off de Star Wars, qui elle, pour la dernière scène du film, était devenue toute jeune. Parce que Sigourney Weaver, quand même, il avait ressuscité grâce à son ADN. Hein. Je me rappelle ça, que dans le troisième, elle était ressuscitée dans le quatrième par rapport à son ADN. C'est ça, Jean-Pierre Jeunet qui avait réalisé le dernier. Ouais, on parle de suite et de suite. Il y en a un autre qui aime bien les suites, c'est Eddie Murphy. Eddie Murphy, oui, parce qu'on l'attend dans le 4e volet des flics de Beverly Hills. Prochainement, on ne sait pas trop parce qu'on ne sait même pas si le tournage a commencé. On change de genre, complètement. Mais on reste dans le cinéma américain. Mais là, apparemment, Un Prince à New York, je ne sais pas si vous venez de ce film-là, film de John Landis qui était sorti en 1988. Moi, j'adore ce film-là. Et la Paramount aimerait un 2e film, donc ils ont débouché les 2 premiers scénaristes justement du premier volet pour écrire une suite. Eddie Murphy, lui va sur le coup parce qu'à mon avis on le voit plus, donc lui il prend tout ce qui vient de toute façon. Donc c'est clair. Donc le film a fait quand même 2 millions d'entrées. Il a une famille nombreuse à nourrir, parce qu'il a 9 enfants quand même. Ah oui, c'est clair. Comme ses personnages, parce que Sylvian se multiplie dans les rôles dans ces films-là, et c'est un peu sa marque de fabrique. Donc à mon avis, on se demande ce qu'ils vont pouvoir refaire, parce qu'on rappelle que c'était un prince de Zamunda, un pays imaginaire d'Afrique, qui venait chercher l'amour à New York, parce qu'il voulait pas il voulait pas de sa princesse qu'on lui avait donnée, tout simplement. Donc on en reparlera, on va voir. Mais voilà, les suites, là, ils savent faire que ça maintenant à Hollywood, et on verra bien le retour d'Eddie Murphy peut-être. 2 mots sur un film qui a été pour partie tourné dans les Vosges, pour partie seulement, puisque c'est le démarrage d'un long périple, c'est Crash Test Tagline. C'est ça, le film a été tourné fin 2015 du côté de Nancy, mais également dans les hauts de la Bresse, avec des lamas dans une voiture avec Yolande Moreau. Donc on attend ça fait un moment, on se demandait même si le film allait sortir, parce qu'on n'entendait plus du tout parler, et ça y est, là qu'il y a une date de sortie, ça sera cet été, ça sera le 2 août que le film sortira, avec au casting Idja Air, Julie Depardieu et Yolande Moreau, bien sûr, pour un film réalisé par Eric Gravel. Voilà, des films que nous allons pouvoir. Ceux-là, c'est sûr, on en parlera. Dire que l'Avatar 5, c'est pas sûr, mais Crash Test, on peut essayer. On s'accroche. Allez, on passe à C'est beau la vie quand on y pense, de Gérard Jugnot, avec Loïc Le Tallec, qui ne s'est jamais vraiment occupé de son fils. Et quand ce dernier disparaît dans un accident de la route, le père est quand même dévasté. Il n'a plus qu'une idée en tête, retrouver celui qui vit désormais avec le cœur de son fils, et il ne va pas être déçu du voyage. Ça va pas être déçu, puis nous on peut être un petit peu déçus, parce que c'est Gérard Jugnot, donc on ne pouvait pas s'attendre non plus à du grand cinéma. Après ça reste une petite comédie sympathique, quand on n'a rien d'autre à faire, on va voir ça, mais ça fait penser plus à un téléfilm, quoi. On est plus dans le téléfilm sur grand écran que dans du cinéma. DFR3 peut-être. Même de France 3, c'est clair, parce qu'en plus vu toute la promotion sur la Bretagne... C'est le film du dimanche soir de TF1, non? Ou du lundi soir sur TF1, allez. C'était il y a longtemps, c'est un film, mais un téléfilm. Tu dis, quand tu dis téléfilm, c'est produit pour la télé. C'est ça. D'accord.
C'est voilà. ça, ouais, c'est ça. Ouais. Parce que en général, c'est parce que les scénarios sont un peu légers et puis voilà, on tente pas pour le cinéma. Mais là, c'est Monsieur Junio, donc c'est lui qui a écrit ses films. Oui. Bon, elle est toujours avec Isabelle Mergo qui est là, qui joue toujours sa femme. Ne nous fâchons pas. Ne nous fâchons pas, oui, avec la Hermine Gordini, là. Tout à fait. C'est clair. Bon, voilà, après, voilà, ça reste une comédie légère. Même le petit jeune François Debloc, qui joue le fils. C'est pas son fils, mais il a le cœur de son fils, donc c'est ça en fait l'histoire. C'est que Gérard Jugnot ne s'est jamais intéressé à son vrai fils, et il décède. Et puis lors du décès, son cœur a fait un transfert d'organes à ce fils-là. Donc il va tout faire à tout prix pour retrouver ce gamin-là. Et puis il va se rendre compte qu'il fait n'importe quoi. Un peu comme dans Réparer les vivants. Voilà. Un peu. Mais je préfère même pas qu'on pense, parce que Réparer les vivants était vraiment, franchement, j'avais beaucoup aimé. Que là, on peut même pas comparer. Ça n'a rien à voir. On a l'impression qu'il n'y a que des bons sentiments quand même dans celui-là. Oui. Dans celui-là, oui, avec Junio, de toute façon, c'est que ça. C'est cliché. Et ça devient trop, et ça devient même pathos, quoi. Du coup, n'allez pas le voir. Non, c'est pas mauvais. Comparé à Sous le même toit, allez voir ça. Du coup, on va passer directement à Django. C'est une des nouveautés de cette semaine, une nouveauté qui avait été également présentée lors des rencontres cinématographiques de Gérard May, et qui, mieux que son réalisateur, peut vous parler de ce film. Donc on va retrouver Étienne Comard, on entendra également Reda Kateb et Cécile de France au micro de Thierry Lasson. Mon père était un amateur de jazz et il avait chez lui les disques de Django Reinhardt. Ça me fascinait toujours, ce personnage, sa musique et aussi l'image qu'il avait avec sa petite moustache, impeccablement comme un acteur américain. Et donc j'ai toujours été fasciné par cette icône. Je l'ai écouté aussi. Je voulais depuis longtemps faire le portrait d'un artiste, d'un musicien qui se bat avec sa musique. Depuis le mois de mars, il y a eu beaucoup d'arrestations de tziganes. Mais s'ils n'obéissent pas, ils sont abattus sauvagement. Un personnage qui a dépassé finalement de son vivant presque la condition d'être humain. Chez les manouches, c'est presque comme un dieu. Chez les guitaristes, il y a plein de mythes qui entourent ce personnage. Et tous ces mythes en font du coup presque un personnage de fiction, c'est-à-dire plutôt que d'être dans l'imitation comme dans les biopics, de chercher à uniquement être fidèle et dans l'imitation de quelqu'un qui a existé, il y avait moyen de faire appel à l'imaginaire, il y avait moyen de passer un an à jouer de la guitare pour le préparer. Il n'y avait aucune question pour moi, je devais faire ce film. C'était très agréable de pouvoir créer avec la maquilleuse, la coiffeuse, l'habilleuse, un vrai beau personnage qui aurait pu sortir d'un tableau de Hopper ou qui aurait pu être proche de Lorraine Bacall, de Lee Miller, voilà, toutes ces femmes des années 30-40 qui étaient des femmes fortes aussi, des femmes de terrain. Vous connaissez la musique en moi? Non. Alors, est-ce que la musique entraînante de Django Reinhardt vous a entraîné jusqu'au Oui, ça m'a entraîné les 15 premières minutes, effectivement. Je ne veux pas me fâcher avec Cécile de France, quand même, parce que non, je veux quand même garder... Non, c'est vrai que c'est un Django en ré mineur, quoi. Le problème de ce film-là, c'est l'histoire. Finalement, on peut redéfinir la notion de biopic, quoi, parce que finalement, c'est Django sous l'occupation, c'est Django qui va se réfugier en Suisse parce qu'il est traqué par les nazis et la Gestapo. Et puis voilà, alors, les 20 premières minutes sont intéressantes parce que c'est Django à Paris, c'est le milieu du jazz, il passe à l'Olympia. Là, on est quand même dans le biopic, on a quelque chose d'intéressant, c'est sa musique, très bien restituée, le personnage est bien campé. Par contre, je le trouve très très fade ensuite. C'est-à-dire, finalement, après, c'est la fuite, c'est l'occupation, c'est les tziganes, mais je trouve que Django, c'est aussi Grappelli, c'est beaucoup de choses qu'on n'a pas dans ce film-là. Je trouve que c'est un goût d'inachevé, et puis encore une fois, l'interprétation est en deçà. Pour moi, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas... Il y a des choix, c'est le choix de la période. Oui, ben c'est justement là où le film devait être bien, quoi. Il y avait vraiment un sujet intéressant, traité de la déportation des tziganes. On n'avait jamais vu ça aussi, vu à travers le prisme de ce personnage qui est Django Reinhardt. Le point de vue aussi de l'artiste pendant l'occupation, quelle attitude choisir? Lui, on voit tout de suite qu'il en a rien à faire de la guerre. C'est pas son truc. Lui, ce qu'il veut, c'est jouer sa musique. Et quand les nazis, épatés par la qualité de son spectacle, veulent le faire venir à Berlin pour jouer devant le Führer, là, il se pose des questions. Il est pris entre deux feux. Est-ce qu'il faut accepter? Est-ce qu'il faut pas accepter?
Là, il y avait un vrai sujet, il y avait vraiment quelque chose d'intéressant. Malheureusement, Étienne Comard, il en fait pas grand-chose, quoi. Encore une fois, gros problème de mise en scène, quoi. C'est dommage parce que il y a un Reda Kateb qu'on adore, qui est toujours bon. Là, comme tu disais, je suis désolé, il est quand même un peu en deçà. Alors, est-ce que c'est Django Reinhardt qui est vraiment pas un personnage charismatique, parce qu'on a quand même pas grand-chose sur lui au départ, hein. Il y a pas d'image, il y a que des photos, donc il a fallu construire véritablement le personnage en lui-même. Cécile de France qui a été inventée pour le film, elle apporte pas grand-chose. En plus, on sent venir vraiment ce que la fin, quoi. Je veux dire, c'est et puis toute la partie en Suisse, c'est long. Il y a des moments, on est limite dans la grande vadrouille, quoi. Le rapport aux Allemands, ils sont quand même très caricaturaux. On sent que c'est des Français qui font les non, c'est décevant. Ça manque de souffle. C'est vraiment il manque quelque chose. C'est décevant. On attendait beaucoup plus de. Ça manque de partition de ce film. Voilà, mais écoutez, voilà. C'était votre propre avis. Opinion, voilà. Autrement, si vous voulez, vous pouvez aller voir Les Gardiens de la Galaxie 2 si vous êtes des fanas de la série Marvel. Vous pouvez également aller voir un portrait de femme interprété par Agnès Jaoui dans Aurore de Blandine Lenoir, Jour J de Rim Kerici, une comédie romantique qui veut surprendre. Et en sortie décalée, vous pourrez voir à voix haute La force de la parole, un documentaire de Stéphane de Freitas et Ledge Lee sur des concours d'éloquence dans le 93. Je danserai si je veux de Messaloun Hamoud, un portrait d'une jeunesse à Tel Aviv qui est en quête d'émancipation. Vous signalez également le vendredi 28 avril à 18h au Ciné Palace la projection d'avant-première de La Grande Traversée de Pierre Banon qui nous propose un documentaire sur un défi sportif, mais également une rencontre de personnages au cœur du massif des Vosges. Et vous signalez également que le samedi 29 à 18h, toujours au Ciné Palace, il y aura une avant-première d'un court-métrage, celle du court-métrage Les Lunes de Karim Morel. Entrée libre pour ces deux films dans la limite des places disponibles. Alors n'hésitez pas. Merci d'être passé sur ce plateau. Bon cinéma et à très bientôt. Merci, c'est bon pour moi. Michel ? Quand on veut. Comment ça, quand on veut ? Je suis à filmer, là ? Ah non, je suis pas filmé. Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantines. J'ai cueilli des fleurs, j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, elle n'est jamais venue. Zai, 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 zai.